de 74 à 81, le parti existait déjà, mais il était dans la clandestinité. Donc nous allons prendre comme point de repère 1981, là où vous avez eu à recevoir le récépissé permettant d'entrer concrètement dans la vie légale. Alors, 35 ans après, quel bilan faites-vous de l'engagement militant de votre parti, la LD? Je crois que pour comprendre ce qu'est notre parti et ce qu'il est devenu aujourd'hui, il faut quand même partir de 1974. Parce que la légalisation n'a été qu'une étape dans l'évolution de notre parti. En 1974, les gens qui ont eu le projet de créer la Ligue démocratique étaient pour l'essentiel des militants du mouvement social. Je veux dire, à l'époque, c'était le mouvement syndical, notamment le mouvement syndical des enseignants, dans ce qu'on appelait le syndicat des enseignants du Sénégal, où des camarades comme Babacar Sané ou Mbaba Guissé faisaient partie des dirigeants du mouvement syndical, mais également des dirigeants au sens plus large dans ce qu'on appelait à l'époque l'UNTS, qui était la centrale syndicale indépendante du pouvoir par rapport à l'autre centrale qui était affiliée au pouvoir. Et les dirigeants de cette centrale, pour l'essentiel, dont des gens de la santé comme Bahaousek ou quelqu'un comme Demba également, qui a été un grand militant du mouvement syndical, ceux qui étaient après ce qu'on appelle le syndicat des techniciens et des ingénieurs, tout cela, plus le mouvement étudiant, les dirigeants de 1968, qui avaient été enrôlés dans l'armée ou exclus de l'université, ce sont ces groupes-là qui ont constitué à l'origine de notre parti. C'est dire quelle est l'identité de notre parti. C'est les hommes de refus de l'époque, où c'était l'époque la plus dure du parti unique ou unifié, comme on l'appelait, où le mouvement syndical ne pouvait pas émerger parce que seuls avaient droit à la lutte syndicale ceux qui étaient affiliés au parti au pouvoir et les autres étaient considérés comme des rebelles. Ce sont ces gens-là qui ont construit notre parti. C'est dire que notre parti est né contre l'injustice, contre le refus de la démocratie, contre le refus du progrès social. Et si nous voulons faire le bilan aujourd'hui, c'est à partir de cela qu'il faut faire le bilan. Qu'est-ce que notre lutte a pu apporter? La première, pour moi, l'une des plus importantes, c'est que nous avons apporté la liberté syndicale dans ce pays. Parce que le refus du gouvernement de Senghor d'accepter tout autre syndicat différent du syndicat affilié au pouvoir, c'est grâce à notre lutte que cela a été rompu et qu'il y a eu un espace pour créer aujourd'hui des syndicats dits autonomes, c'est-à-dire indépendants du pouvoir en place. Un deuxième élément que je trouve également important, c'est la liberté de presse. À l'époque aussi, toute presse indépendante devait être réprimée. Seule la presse du pouvoir pouvait s'exprimer dans le pays. Et il a fallu que nous nous battions par des journaux clandestins pour pouvoir imposer la liberté de presse au Sénégal. Ce sont ces journaux clandestins qu'à l'époque nous avons créés, que nous avons distribués nuitamment quelquefois. À vos risques et périls. Bien sûr, parce que si vous êtes arrêté, vous êtes emprisonné. Et c'est cela aujourd'hui qui a permis la liberté de presse au Sénégal. En ce qui concerne le droit de réunion, le droit de manifestation, nous l'avons également imposé. C'était interdit de manifester, c'était interdit de faire des meetings, c'était interdit même de se réunir. Et nous nous sommes battus pour que tout cela puisse exister au Sénégal. Donc aujourd'hui,
Si on nous demande notre bilan, voilà ce que nous avons fait dans ce pays. Nous avons fait avancer la démocratie dans ce pays, nous avons fait avancer les libertés et nous avons fait aussi avancer le progrès social par les luttes que nous avons menées avec les autres sur le terrain social pour faire avancer les travailleurs, les droits des travailleurs, y compris le droit de grève qui à l'époque n'était pas accepté. Et comment vous avez su échapper à la force répressive de l'État à l'époque? Il y avait, je crois, deux éléments importants. Le premier élément, c'était la capacité de résistance des militants. Je veux dire que vous prenez quelqu'un, vous le mettez en prison, il ne va pas pour autant cesser ses activités militantes. Il y avait une capacité de résistance face à la répression qui était énorme. Mais il faut ajouter à cette capacité la solidarité. La solidarité était importante lorsqu'on était emprisonné, que votre famille souffre de cet emprisonnement, les autres étaient toujours à côté. Donc la solidarité aussi permettait de continuer la lutte. Et cette force de la solidarité, on avait cela dans le degré d'organisation, de discipline, d'engagement et de détermination des militants. Et cela, est-ce que vous le sentez aujourd'hui? C'est cet idéal qui a fondé votre parti et qui l'a nourri. Existe-t-il encore? Il existe. Il s'est affaibli durant ces dernières années parce que la société sénégalaise elle-même a été quelque part corrompue par des antivaleurs, par des modèles de réussite qui sont des contre-modèles en réalité. Et aujourd'hui, ce que le pouvoir de l'argent a dans notre société, ce pouvoir n'existait pas avant. Ce que la dignité avait comme symbole, comme valeur et comme importance, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Ce que l'honnêteté, le travail bien fait, avait comme exemplarité dans notre société, on l'a affaibli de plus en plus. C'est quoi? Les valeurs se perdent dans notre pays? Se perdent, s'affaiblissent. Vous savez, un peuple a toujours la capacité de ressurgir. Et moi, je crois que notre peuple va reprendre les valeurs qui sont les siennes et qui sont les valeurs de tout peuple. Parce que la solidarité, l'honnêteté, le travail, c'est-à-dire ce qui fait avancer une société, tout peuple doit le retrouver quelque part à un moment donné de son histoire. Parce que le peuple aspire à un mieux-être. Et s'il aspire à un mieux-être, il est obligé de rétablir ses valeurs. Et là, vous imputez la responsabilité à qui de cette crise des valeurs qui existe dans notre pays? Je crois que les 12 années que nous avons passées avec le régime d'Abdoulaye Wade a été pour beaucoup. Je ne dirais pas qu'il est le seul responsable. Wade est le coupable idéal. Oui, non, je ne dis pas qu'il est le seul responsable. Mais vous connaissez le poids du président de la République dans notre pays. C'est que nous avons, de ce point de vue, un pouvoir quasi monarchique dans notre pays. Et donc, les pratiques qui sont développées à ce niveau risquent de se répandre très vite dans la société. Et c'est pourquoi je mets en premier cette responsabilité, mais je ne dirais pas que c'est la seule responsabilité. Oui. En 35 ans, la LD a participé seule à 2 élections présidentielles. C'était l'élection présidentielle de 1988 et celle de 2007. La constante, elle est là. La LD n'a jamais dépassé la barre fatidique des 5%. Comment faut-il l'expliquer? Il faut l'expliquer par le degré de maturation de notre société par rapport à notre projet politique. Notre projet politique est un projet de transformation sociale, dans le sens d'abord des valeurs humaines, de la dignité de chacun de nous, de l'égalité des êtres humains. Est-ce que l'égalité des êtres humains est ancrée dans la société sénégalaise? Nous avons la valeur
aussi qu'il faut transformer notre pays dans le sens du progrès social. Par exemple, est-ce que la représentation que nous avons de la femme est conforme aujourd'hui à notre idéal? Si nous prenons la question également de la justice sociale, est-ce que nous sommes plus respectueux de la hiérarchie que de la justice sociale? En réalité, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on veut transformer une société, il y a un degré de maturation qui vous permet à un moment de pouvoir être en harmonie avec cette société, mais quand vos objectifs sont trop lointains par rapport à la société en place, vous avez encore du chemin à faire. C'est quoi, votre message est décalé des aspirations du peuple? Ce n'est pas des aspirations du peuple. Les aspirations du peuple, certainement, ce serait un mieux-être pour tous. Mais les pratiques qui s'ancrent, les représentations qui s'ancrent dans la société actuelle sont généralement contraires aux valeurs et aux principes que nous défendons. Ou bien, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous adresser à une élite au lieu de vous adresser aux masses laborieuses, ce qui devrait être même votre principe, votre concept de la politique? Est-ce que la distribution de l'argent s'adresse à une élite? Non. C'est plutôt affamer les populations pour ensuite prendre l'argent qui est en fait l'argent du peuple pour amener les populations à voter à partir de cet argent. Mais ne réduisez pas le peuple à un bétail électoral quand même. En tout cas, vous voyez le poids de l'argent dans les élections. Vous pouvez l'observer comme moi. Et la LD n'en a pas. Non seulement nous n'en avons pas, mais même si nous en avions, nous n'allons pas passer par là pour prendre un pouvoir politique, parce que nous savons que quand nous passons par là pour prendre un pouvoir politique, nous ne pouvons pas transformer la société. Certains vous collent l'étiquette de parti faiseur de roi. Est-ce une étiquette qui vous va bien, ou bien vous allez faire quelque chose pour vous départir de cela? Ceux qui disent cela ne comprennent pas la stratégie à long terme des partis tels que le nôtre. Nous ne sommes pas dans des stratégies de court terme. Nous ne sommes pas dans l'immédiateté. Nous sommes dans des stratégies de transformation structurelle de notre société, de transformation des mentalités, de transformation des relations sociales, et tout cela, c'est dans le long terme. Mais dans ce long terme, il y a des étapes. Et à chaque étape de notre histoire, nous nous posons la question suivante. Quelle opportunité pouvons-nous saisir pour faire quelques avancées vers nos objectifs stratégiques? Et à chaque fois, nous analysons les forces en présence, et en fonction des forces en présence, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir, on regarde quelles sont les opportunités et les portes ouvertes pour pouvoir gagner quelques avancées vers le progrès, vers la justice sociale, vers la démocratie. Et ce que nous voyons comme compagnonnage a été toujours motivé par cette stratégie, toujours de faire un saut à notre pays à une étape déterminée où nous n'avons pas la force de prendre le pouvoir politique. Mais est-ce que le fait d'avoir flirté avec le pouvoir ne vous a pas dénaturé? Vous pouvez, dans notre discours et dans notre comportement, y compris quand nous sommes dans un pouvoir, voir si nous avons été dénaturés. Et nous laissons juger l'opinion publique par rapport à toutes nos prises de position. Oui, parce que là, oui, cette prise de position n'a plus cette même hargne, cette même ardeur qu'elle avait au moment où vous étiez dans l'opposition. Le problème n'est pas la hargne. Le problème, qu'est-ce qui va dans le sens du progrès et de la justice sociale et qu'est-ce qui va à l'encontre du progrès social. Et c'est en fonction de cela que nous déterminons nos positions politiques. Oui, vous, Mamadou Ndoye, vous êtes le troisième secrétaire général de la LD après Babacar Sané et Abdoulaye Bathily. Quand on vous élisait
secrétaire général de la LD en juillet 2013, beaucoup de gens étaient surpris parce que là, on s'attendait à un candidat ou bien un secrétaire général beaucoup plus jeune. Là, c'est vous qui avez été élu. Est-ce que là, vous ne pensez pas que le parti avait besoin d'un souffle nouveau, du sang neuf, un candidat ou bien un secrétaire général beaucoup plus jeune? Vous savez, chaque parti politique évolue avec ses ressources, comme chaque pays évolue avec ses ressources. Et notre parti, dans cette étape historique, a estimé que le secrétaire général qui devait élire, c'était moi. Mais des jeunes valables étaient là-bas. Je ne dis pas que les jeunes ne sont pas valables. Oui. Je dis chaque étape historique, on choisit en fonction de l'appréciation du parti. Et ça, nous pouvons toujours en discuter. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'un dirigeant jeune? Dans un contexte où on parle d'alternance générationnelle. Oui, mais pourquoi on a besoin d'un dirigeant jeune? On a besoin d'un dirigeant jeune parce qu'il apporte un dynamisme nouveau. On a besoin d'un dirigeant jeune parce qu'il apporte de l'innovation, parce qu'il apporte de la transformation. Alors, si vous observez les dirigeants de ce pays, il y a des dirigeants vieux qui sont plus jeunes que des dirigeants jeunes. Parce que la jeunesse, c'est surtout l'innovation et le dynamisme. Mais quand un jeune est plus conservateur qu'un vieux, il n'est plus jeune, il est vieux. Et là, vous faites allusion à qui, là? Je ne fais allusion à personne, mais je demande d'observer la scène politique. Voilà. Donc, Mamadou Ndoye, vous êtes le secrétaire général de la LD. En avril dernier, on a assisté à un séminaire sur une réflexion stratégique que votre parti a eu à organiser. C'est quoi? Y a-t-il une volonté de votre part de reprendre en main votre parti? En réalité, ce qui se passe, c'est que notre parti, comme les autres partis politiques, il y a toujours l'impact de l'environnement social, l'impact de l'environnement culturel. Et si nous voulons garder notre identité, notre dynamisme et notre capacité de transformation, nous avons besoin à des moments donnés de faire le bilan de notre activité, de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi, et sur cette base de repositionner ou d'ajuster la marche du parti. Donc ça, c'est des étapes normales lorsqu'on conduit un parti politique. Et dans cette étape-là, nous avons estimé qu'il fallait s'arrêter un moment, regarder ce que nous avons fait, ce que nous sommes devenus et comment nous devons relancer notre perspective politique. Et nous avons décidé de relancer dans 3 directions précises. La première direction, c'est nous repositionner dans notre identité politique pour la rendre plus forte. La deuxième direction, c'est restructurer et redynamiser notre parti. Et la troisième dimension, c'est préparer les prochaines étapes. Vous vous êtes rendu compte que le parti était en hibernation? Non, pas du tout. C'était quoi le problème alors? Je vous dis que lorsque vous conduisez un changement, n'importe quel changement, il y a des moments où vous devez vous arrêter pour évaluer. Où est-ce que vous en êtes avec le changement que vous voulez conduire? Quels ont été vos acquis? Quelles ont été vos faiblesses? Comment pouvez-vous corriger ces faiblesses et comment pouvez-vous renforcer ces acquis? C'est dans cette démarche normale de conduite du changement que nous sommes. Ça ne veut pas dire que notre parti s'est retrouvé en train d'hiberner, ça n'a rien à voir. Oui, et était-il aisé à votre niveau de reprendre le parti après les années Bathily, les années vraiment dynamiques, bouillantes? Notre parti est un collectif. Il faut faire la différence entre la Ligue démocratique et d'autres partis. Il y a des partis qui ne tournent qu'autour d'un homme. Il y a des partis qui sont des collectifs. Et notre parti, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, est un collectif et reste un collectif.
Et donc, le changement de secrétaire général se gère dans ce collectif-là. Et un parti politique également, c'est une question de nombre, au-delà même des idées. Que pèse la LD sur l'échiquier politique national? Je le rappelais tantôt, 2 participations à une élection présidentielle, jamais franchi la barre des 5%. 4 participations aux élections législatives seules, vous n'avez jamais dépassé 3 députés. Oui. C'est ce que j'appelais tout à l'heure notre implantation, notre orientation politique au regard aujourd'hui de notre relation avec la société sénégalaise. Nous avons besoin de temps pour pouvoir faire comprendre et accepter nos idées. Nous avons besoin de temps pour que les populations s'approprient nos idées. Et nous sommes sur ce chemin et nous sommes en train de progresser en tant que parti politique. Et vous êtes, on l'a constaté, sur la voie également de réunir la famille de la gauche. C'est quoi? Quelle est la pertinence d'une telle idée? Lorsque des gens pensent que leurs idées convergent, que leurs projets politiques convergent, ils doivent mutualiser leurs forces. Et c'est ce que font actuellement les partis de gauche. Ils voient qu'il y a des convergences, ils en ont discuté, ils ont un document d'orientation qui fixe ces convergences. Et maintenant, la question, c'est comment mutualiser les forces. Et nous sommes sur ce chemin. Nous avons mis ensemble une conférence des leaders où nous avons des concertations régulières. Nous avons mis ensemble nos organisations de femmes, nos organisations d'aînés, nos organisations de cadres, pour pouvoir mutualiser toutes ces forces. Il nous reste encore du travail en ce qui concerne les jeunes et surtout la mutualisation au niveau départemental pour pouvoir là aussi conjuguer nos forces. Cette construction qui pour le moment est une construction essentiellement interne doit maintenant être combinée avec des activités externes pour pouvoir justement aller vers les populations et faire mieux comprendre notre discours, notre message et notre projet politique. Au risque d'affaiblir Benno Bokk Yakaar, parce que là vous êtes aussi dans Benno Bokk Yakaar. Est-ce que là ça ne fait pas doublon? Benno Bokk Yakaar est un rassemblement de partis politiques différents. Il y en a qui se réclament du libéralisme, il y en a qui se réclament du socialisme, il y en a qui se réclament du progrès et de la solidarité. Ces partis sont différents. Chaque parti vient avec son identité. Ce que nous partageons au niveau de Benno Bokk Yakaar, à notre sens, c'est que nous n'avons pas voulu qu'Abdoulaye Wade continue la destruction de ce pays. Et parce que nous n'avons pas voulu ça, nous nous sommes regroupés contre Abdoulaye Wade pour faire une rupture avec les pratiques d'Abdoulaye Wade. Et c'est dans ce sens que nous sommes dans Benno Bokk Yakaar pour réussir ensemble ce que nous avons appelé la deuxième alternance. Voilà. C'est la bonne gouvernance, oui. C'est l'état de droit, c'est la prospérité économique. Voilà ce qu'il nous faut construire. Oui, mais là, est-ce que vous avez tiré les leçons de votre compagnonnage avec Abdoulaye Wade? Parce qu'en 2000, c'était tout sauf Diouf. Aujourd'hui, vous vous alliez avec Macky Sall. Le mot d'ordre, c'est tout sauf Wade. Parce que nous sommes toujours dans la même stratégie que je vous ai déjà expliquée. Lorsque nous luttons pour faire des sauts qualitatifs avec quelqu'un, nous le faisons. Nous l'avons fait avec Diouf. Lorsque nous avons estimé que le Parti socialiste a épuisé son potentiel de changement et de transformation, nous sommes même allés chercher Wade, qui s'était réfugié à Paris. Nous sommes allés le chercher. Parce que pour nous, c'était là l'opportunité d'une nouvelle rupture pour faire de nouveaux sauts qualitatifs. Ce que nous avons fait effectivement avec Wade. Oui. Wade, jusqu'en 2005,
a été un Wade qui a construit jusqu'en 2005. C'est après que la chute est arrivée, quand nous avons vu que Wade, lui aussi, a épuisé son potentiel, nous l'avons quitté pour... Seulement après? Non, attendez. Pour avoir exercé le pouvoir? Non, attendez. Oui. Je dis que quand le potentiel d'un pouvoir est épuisé, en termes de changement et de transformation qualitative, il faut arrêter. Parce que ce pouvoir ne sert plus à rien pour le peuple. Il faut donc construire une nouvelle alternative permettant de faire bouger le pays de nouveau. Et c'est ce que nous avons fait à chaque étape. Et à chaque étape, nous avons réussi à faire un saut qualitatif pour le pays. Mais dès que ce pouvoir-là perd son potentiel parce qu'il est devenu fou ou je ne sais pas quoi, nous n'avons plus à rester dans ce pouvoir, nous devons quitter le pouvoir pour construire une autre alternative. Êtes-vous pris de remords pour avoir conduit Wade au pouvoir? Non, pas du tout. Vous ne regrettez rien? Non, 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 pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était absolument indispensable à l'époque de faire un saut qualitatif et Wade a permis de faire ce saut qualitatif. Maintenant, si après il est devenu autre chose, ça, ce n'est pas notre responsabilité. Et en soutenant Macky Sall, avez-vous toutes les garanties qu'il ne va pas finir comme Wade? Il n'y a jamais de garantie de qui que ce soit. Le problème est de travailler avec quelqu'un dans l'orientation dans laquelle nous nous sommes mis d'accord. Et lorsque cette orientation n'est plus là, il faut aller construire une autre alternative. Est-ce qu'elle est toujours là, cette orientation? Si nous sommes encore dans le gouvernement, c'est que pour nous, ce n'est pas perdu. Si nous pensions que c'était perdu, nous ne serions plus dans le gouvernement. Ah oui. Donc la LD est satisfaite de son compagnonnage avec le président Macky Sall? Ça, c'est vous qui le dites. C'est une question que je pose. Ah bon, si vous posez la question, oui. Je vous dis simplement, nous avons certainement des sources de satisfaction comme des sources d'insatisfaction que nous exprimons publiquement, que tout le monde entend. Oui, la dernière source d'insatisfaction, c'est la libération de Karim Wade, ancien ministre d'État et fils de l'ancien président de la République. Qu'est-ce qui vous gêne dans la libération de Karim? Ce que nous disons est constant. M. Macky Sall, nous l'avons soutenu sur la question de la bonne gouvernance dans ce pays. Nous l'avons soutenu quand il a rétabli la CREI. Nous l'avons soutenu avec l'OFNAC. Nous l'avons soutenu avec les déclarations de patrimoine. Nous l'avons soutenu dans tout ce qui est lutte contre la corruption, qui est un mal qui gangrène le développement des pays africains de manière générale. Figurez-vous, les pays africains perdent à peu près 500 000 milliards de francs CFA par an à cause de la corruption. Figurez-vous, 500 000 milliards de francs CFA si on l'investissait pour le développement, parce que dans le même temps, on va aller chercher à l'étranger et quémander beaucoup moins que cela. Donc notre développement est freiné par ce mal. Et Macky Sall s'est engagé dans la lutte déterminée contre cela, avec la traque des biens mal acquis. Nous avons applaudi et nous avons soutenu. Si, au moment où le peuple sénégalais se pose des questions sur où en est la lutte contre la traque des biens mal acquis, on décide que celui qui symbolisait sous le régime de Wade, parce qu'ayant eu tous les pouvoirs, ayant amassé, étant appelé partout M. 15%, comment celui-là qui symbolisait la corruption en tant que tel, si on le libère, quel est le message politique que ça signifie dans ce contexte de lutte contre la corruption? Mais on a présenté sa libération comme une demande sociale. Oui, oui, mais ça, vous savez, les gens parlent de demandes sociales, d'autorités religieuses, de Qatar. Nous, on n'est pas dans ces spéculations. En tant que parti politique, nous nous posons la question, quelle est la signification de cet acte
dans le contexte politique. Avez-vous réponse à la question que vous vous posez? Mais bien sûr. Oui, c'est quoi? La signification, c'était que c'est un mauvais message en ce qui concerne la lutte contre la corruption. C'est un très mauvais message, même contradictoire à tout ce qui est mis en place pour lutter contre la corruption. Mais quand les autorités déclarent que, bon, il y a même différence entre les chiffres, les gardes des Sceaux disent que 50 milliards ont été recouvrés, le ministre des Finances parle de 45 milliards. Là, la traque n'aura pas été créée, donc la CRI n'aura pas été créée pour rien, ou bien réchauffée, ressuscitée pour rien. Je dis, c'est pas mon débat. Mon débat, c'est pas est-ce que la CRI devait être ressuscitée pour moi. Et nous avons applaudi. Oui. C'est comme ceux qui disent le droit de grâce et tout ça. Ça, c'est pas notre débat, nous. Notre débat, c'est quand on prend un acte dans un contexte politique, quel est le message exactement qu'on donne aux gens. Ce message, c'est par rapport à la traque des biens mal acquis. Et beaucoup, y compris de vos collègues, ont titré que c'est le glas pour la traque des biens mal acquis. Et vous également, vous partagez cet avis? Il s'agit effectivement de la fin de la traque. Nous partageons le fait que ça affaiblit sérieusement dans la perception des gens la lutte contre la corruption. Nous ne disons pas que cette lutte est terminée. Nous ne le disons pas, mais nous disons que ça affaiblit la détermination du gouvernement à lutter contre la corruption. Et pourtant, vous nous avez présenté une liste de 25 personnalités donc, sur lesquelles pèseraient de forts soupçons d'enrichissement illicite. Vous voulez qu'on aille jusqu'au bout? Non seulement nous voulons que ça aille jusqu'au bout, mais nous exigeons même que ça aille jusqu'au bout. Parce que c'est une exigence de votre part? Mais bien sûr, c'est une exigence de tous les Sénégalais. Parce que l'argent qui a été détourné, ce n'est pas l'argent de Macky Sall, ce n'est pas l'argent même, on dit de l'État. Quand on dit de l'État, c'est l'argent de chaque Sénégalais, de toi, de moi, de n'importe qui. Et c'est cet argent-là dont il s'agit. Personne ne peut dire, vous avez volé l'argent du peuple sénégalais, maintenant c'est fini, vous pouvez partir avec. Parce que nous, citoyens, nous disons non. Oui, d'autres citoyens diront que le président a du cœur, parce qu'il a présenté la libération de Karim Wade comme étant une libération fondée sur des raisons humanitaires. Là, est-ce un argument qui résiste à la critique? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que celui qui devait en être le premier satisfait, c'est-à-dire son père, a dit que ce n'est pas ça. Et qu'il y a d'autres raisons. D'autres raisons? Certains parlent de deal. Au niveau de la LD, est-ce que vous parlerez de deal? Nous ne nous intéressons pas au deal. Parce que, vous savez, les calculs, les manœuvres, les ruses, les intentions cachées, lorsque vous entrez dedans, vous n'en sortez pas en politique. En politique, contentez-vous de savoir l'acte qui est posé, quel est son impact et quelle est sa signification sur le contexte actuel et sur le devenir du pays. C'est tout ce qui nous intéresse. Oui, peut-on considérer qu'à partir de la libération de Karim Wade, qu'un ressort s'est cassé entre la LD et le président Macky Sall? Il n'y a pas de ressort qui se casse. Ce qui se passe, c'est que simplement, il y a des interrogations. Des interrogations sur là où nous voulons aller. Parce qu'on dit, ça va continuer. Bon, nous nous posons la question, est-ce que ça va continuer? Nous allons pousser pour que ça continue. Et nous prenons déjà des initiatives avec les autres partis de gauche pour que ça continue. Mais si le président décide que ça ne va pas continuer, vous ne pourrez rien. Vous pensez que vous pourrez faire quelque chose pour contraindre Macky Sall à poursuivre la traque? Vous savez, toute notre vie, nous nous sommes opposés à des régimes en place. Toute notre vie. Donc, oui. Et vous ne sortez pas toujours vainqueur? Non, ça c'est des trucs, j'allais dire, d'enfantillage politique.
est-ce que nous osons ou nous n'osons pas avec... Ça, c'est des enfantillages politiques. Nous avons eu une lutte déterminée et constante. Et il n'existe pas aujourd'hui une personne au Sénégal capable d'arrêter ou de nous dévier de cette lutte-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Pour certains, si la LD crie haro sur Macky Sall, c'est parce que aussi elle redoute l'idée de retrouvailles de la famille libérale où elle serait l'une des principales perdantes. Est-ce que c'est cette perspective-là qui vous déchire le cœur? Vous savez, j'ai entendu certains dire, bon, nous avons des problèmes ou nous n'avons pas de problèmes. Mais ce que je peux vous dire de manière très claire, c'est qu'il y a deux sortes de retrouvailles. D'abord, on n'a jamais eu dans notre pays des retrouvailles entre un parti qui a été chassé du pouvoir à cause de ses mauvaises pratiques avec le pouvoir qui l'a remplacé. Ce serait inédit. Ça n'a jamais existé. Premièrement, ça n'a jamais existé. Le PS, quand il a été sorti du pouvoir, il est resté patiemment et il s'est battu. Et il a pris le temps de se refaire une virginité. Le PDS, par rapport aux pratiques qui ont fait que les Sénégalais ne voulaient plus du PDS, si aujourd'hui ces pratiques-là restent celles du PDS, ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons un problème, c'est Macky qui a un problème. Ah oui. Ah oui. C'est Macky qui a un problème. C'est lui qui a un problème. À retrouver des gens qu'il a chassés du pouvoir à cause de leurs pratiques. Si leurs pratiques n'ont pas disparu. Oui, c'est sa famille politique naturelle. La gauche se réunit. Il est normal que Macky se réunisse avec ses frères, ses anciens frères de parti, non? Le problème n'est pas simplement un problème de référence idéologique. Le problème est un problème de pratique politique, de pratique du pouvoir politique. Si Macky estime qu'il n'a pas de problème avec les pratiques du pouvoir que le PDS a eu et qu'il peut se retrouver avec le PDS, c'est Macky qui a un problème, c'est pas nous. Pour certains, l'idée de dialogue politique, dialogue national, ça cachait en réalité cette idée qu'il voudrait qu'il se retrouvât avec ses anciens frères libéraux. Est-ce que là, vous avez l'impression d'avoir été berné par cette idée de dialogue national? Nous, ce n'est pas notre opinion. Avant que le dialogue ne soit lancé, nous-mêmes, nous avions dit qu'il fallait ce dialogue. Nous l'avons dit dans la presse, tout le monde l'a entendu. Nous avons réclamé ce dialogue. Donc quand le dialogue est venu, nous l'avons salué et nous l'avons soutenu. Et jusqu'au moment où nous parlons, nous sommes dans ce soutien. Ça veut dire que nous n'avons pas, nous, apprécié le dialogue comme étant simplement une ruse avec des objectifs cachés. Pour nous, c'est vrai que les réformes qui ont été votées durant le référendum, nous ne pouvons pas les mettre en œuvre sans nous mettre d'accord sur ces réformes-là. Mais là, il fallait le faire avant le référendum. On ne l'a pas fait avant le référendum. Et vous trouvez ça dommageable? Vous ne nous avez pas entendu, nous l'avons dit clairement. Nous l'avons dit publiquement. Oui. Le dialogue devrait être en amont. Nous l'avons dit. Maintenant, ça ne veut pas dire, puisqu'il n'a pas été fait en amont, il ne faut plus qu'il soit fait. Nous ne sommes pas dans ça. Nous disons, si vous voulez moderniser les partis politiques, il faut qu'on s'entende sur les modalités pour moderniser les partis politiques. Si vous voulez faire le statut de l'opposition, il faut que nous entendions avec l'opposition sur comment faire le statut de l'opposition. Donc ces questions méritent un dialogue politique. Et c'est pourquoi nous soutenons ce dialogue politique. Un des principaux points
de cette réforme constitutionnelle, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales. La loi a été votée à l'Assemblée nationale déjà le 28 juin dernier. Au niveau de la LD, vous vous situez à quel niveau de lecture? Êtes-vous pour ou contre la mise sur pied de cette institution que certains considèrent comme étant un Sénat bis? Oui, mais pour nous, ce n'est pas un Sénat bis. Ah oui. Le Haut Conseil est une instance qui va permettre aux représentants des collectivités locales, à ses élus, d'abord d'avoir un terrain de rencontre, d'échange et de partage sur les pratiques en matière de gouvernance locale. Pour moi, c'est une question extrêmement importante. Vous êtes en train, à Tambacounda, de développer un style de gouvernance locale, à Dakar, il y a un style de gouvernance locale. Comment les uns et les autres, on peut apprendre de chacun pour améliorer la gouvernance locale dans notre pays? S'il y a des réussites à Tamba, comment ces réussites, on peut les partager à Dakar ou à Thiès ou à Ziguinchor? D'abord, ce lieu de partage, pour moi, est capital pour pouvoir améliorer la bonne gouvernance, l'apprentissage entre pairs et faire évoluer et renforcer la bonne gouvernance au niveau local. Deuxièmement, si on parle de dévolution de pouvoir de l'État central vers les collectivités locales, cette dévolution de pouvoir, bien sûr, donne des compétences particulières, mais il doit y avoir un rapport complémentaire entre les pouvoirs dévolus à la base et les pouvoirs qui sont au niveau central. Autrement dit, il doit y avoir un dialogue entre l'État central et les collectivités locales. Ce Haut Conseil devrait permettre ce dialogue. Permettre aussi aux collectivités locales de s'approprier la stratégie nationale de développement et d'intégrer leur action dans cette stratégie nationale de développement. Mais ça doit permettre aussi à ces collectivités locales de pouvoir donner un feedback à l'État sur ce qui se passe réellement sur le terrain au regard des politiques nationales. Est-ce que ces politiques nationales que nous développons, l'impact sur le terrain, au niveau de Kédougou, au niveau de Saint-Louis, Matam, etc., est-ce que l'impact sur le terrain est bien l'impact attendu? Et comment donner un feedback à la politique nationale pour que la politique nationale puisse ajuster, améliorer, renforcer. Oui. Et donc, pour moi, voilà ce que je trouve comme important dans le Haut Conseil des collectivités locales. Ce que vous dites là, c'est l'idéal, mais entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. On a l'impression que ces genres d'institutions sont créées pour installer justement ou caser une clientèle politique. Si les pratiques dévient les institutions, s'il faut en tirer comme conclusion, il faut éliminer les institutions, l'Assemblée nationale doit être supprimée, la présidence de la République doit être supprimée, parce que les pratiques qui corrompent les institutions, ça c'est autre chose. Pour moi, il faut s'attaquer à ces pratiques. Il ne faut pas s'attaquer aux institutions, mais pas aux institutions, mais aux pratiques qui sont en train de corrompre ces institutions. Et comment le Haut Conseil peut échapper à ces pratiques-là quand on connaît le mode de désignation de ses membres? Évidemment, ça aussi je le dis très clairement pour notre parti, nous aurions aimé qu'il y ait encore plus d'élus que de nommés. Oui. Mais dans la réalité actuelle, malgré tout, les élus sont majoritaires. Malgré tous les élus, mais quand même, le nombre désigné par le président, il est important. Il est important, mais il faut veiller à ce que ceux qui sont désignés par le président soient justement dans ces missions que nous venons de définir. Voilà. L'autre question qui touche nos institutions, c'est la... Oui, je crois que compte tenu de la représentation de la diaspora, il va être difficile de diminuer
la représentation au niveau national, parce que je ne vois pas le département du pays qui accepterait qu'on lui enlève un député pour pouvoir donner ça à la diaspora. Donc il est normal d'augmenter le nombre de députés si on veut impliquer la diaspora, comme on l'a dit. Donc cela ne gêne nullement pas du tout. La LD-MPT? C'est normal, c'est une conséquence normale de l'inclusion de la diaspora dans la représentation nationale. Et pour le Haut Conseil, quand on vous dit que c'est un certain Ousmane Tanor Dieng qui serait pressenti, vous répondez quoi? Je ne sais pas qui est pressenti. Et je ne veux pas non plus le savoir. Ce que je veux, et ça je le dis très haut, c'est que ce représentant soit élu. La LD aurait-elle souhaité occuper la présidence de cette institution? Nous n'avons non seulement jamais parlé de ça, mais nous n'avons jamais eu une telle ambition. Donc pas du tout. Pas du tout. Mais la LD participerait quand même à l'élection. Nous avons des élus. Oui. Et bien sûr, nous espérons que ces élus feront partie du Haut Conseil. Ce qui me semble tout à fait normal. Et lorsque ces élus seront là-bas, ils vont défendre les missions que nous avons confiées, que nous pensons devoir être confiées à cette institution. Voilà. Il nous reste peu de temps, Monsieur Mamadou Ndoye. Nous allons parler de la situation du pays. À votre avis, comment se porte le Sénégal? Il y a des avancées sur lesquelles nous pouvons être très précis. Vous savez, le Sénégal, comme d'ailleurs d'autres pays africains, à partir, disons, de 1994, a réussi à sortir de la zone de stagnation. Parce que dans les années 80 jusqu'au début des années 90, nous étions en stagnation, voire même en régression, parce que le taux de croissance économique était pratiquement inférieur au taux de croissance démographique. À partir de 1994, nous avons commencé à avoir un taux de croissance plus élevé. Et nous sommes entrés dans la moyenne africaine qui était la moyenne de 5%, le taux de croissance. À partir de 2006, nous sommes retombés à 2%, c'est-à-dire en dessous du taux de croissance démographique, à partir de 2006. Et de 2006 à 2012, nous avons connu ce taux de croissance à la fois faible et erratique, c'est-à-dire qu'il n'était pas stable. À partir de 2012, nous avons commencé à progresser petit à petit, mais chaque année, nous avons gagné des points. Il n'y a pas une année depuis 2012 où nous n'avons pas gagné des points. Mais quelqu'un disait que la croissance ne se mange pas. Oui, ça, chacun peut le dire. Mais la croissance, si vous ne l'avez pas, vous n'avez rien à partager. Est-ce que le panier de la ménagère ressent le panier de la ménagère, de croissance? Lorsqu'un pays produit plus de richesses, est-ce que le panier de la ménagère doit ressentir ou pas? Quelle est la condition? La condition, c'est que la croissance soit inclusive. Mais si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez rien. Même si vous êtes inclusif, vous n'avez rien. Vous n'avez rien à partager. Donc la croissance est une condition. Bon, on peut faire des formules comme ça. C'est des formules de politique politicienne. Il faut avoir de la croissance qui est une production de richesse pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais dans la question, est-ce que les fruits de la croissance sont utilisés pour répondre aux besoins des populations, ou bien est-ce que les fruits de la croissance sont mis dans les poches des prédateurs de l'État pour être transférés à l'étranger? Est-ce que le taux de la croissance est équitablement réparti? Équitablement, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire que équitablement, qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, les services publics. Est-ce que je mets tous les enfants
et surtout les enfants de pauvres dans l'éducation. Si je suis en train de faire, je suis dans l'équité. Si je m'occupe seulement des enfants des villes ou d'autres enfants qui sont privilégiés et que les enfants des pauvres, des ruraux et tout sont laissés de côté, c'est pas partagé. Oui. Est-ce que les centres de santé, les hôpitaux atteignent ces couches les plus démunies, les plus vulnérables de notre société? Si vous le faites, vous êtes dans l'équité. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans l'équité. Est-ce que votre croissance vous permet de créer plus d'emplois et de pouvoir inclure tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail? Si vous le faites, oui, la croissance, les fruits de la croissance se partagent. Si vous ne le faites pas, ça ne se partage pas. Cela se fait-il? Il y a des efforts en matière d'éducation, il y a des efforts en matière de santé. Sur l'emploi, pour le moment, je ne vois pas de progrès significatif en matière d'emploi. On nous avait promis 700 000 emplois pour le septennat du président de la République dans son plan Yonou Yokote. Là, vous pensez qu'on est loin du compte? Non seulement on est loin du compte, mais il faut aussi distinguer de telles promesses de la réalité. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez la lutte contre le chômage, y compris dans les pays développés, vous devez être prudent sur ce terrain-là. Et surtout, rechercher des solutions innovantes qui ne sont pas l'emploi traditionnel, parce que cet emploi traditionnel et classique, ce n'est pas vous qui le créez. Les législatives, la LD, comment compte-t-elle participer à ces élections dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, ou bien vous comptez vous y aller pour vous peser, quoi? Pour l'heure, la décision de notre bureau politique, c'est que nous allons examiner toutes les options. Toutes les options. Nous n'excluons aucune option. Et nous nous préparons pour toutes les options possibles. Quelle est la plus plausible de toutes ces options-là? Il n'y a pas de plus plausible parce que nous avons décidé que le moment venu, nous avons évalué pour savoir quelle est l'option la meilleure pour nous. Mais pour le moment, nous n'avons fait aucune option. À l'heure du bilan, la LD va-t-elle assumer sa part de responsabilité dans le bilan du président Macky Sall? Il n'y a pas de doute. Si nous avons une part de responsabilité, nous l'assumons. Et c'est pourquoi aussi, là où nous ne sommes pas responsables, aussi nous le disons très clairement. Parce qu'il y a des choses où nous nous prononçons publiquement pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et si demain, sur ces choses-là, il y a des problèmes, nous ne pouvons pas les assumer. Vous préparez l'opinion à cela? Nous ne préparons pas l'opinion. Nous disons ce pourquoi il faut lutter pour le progrès et le mieux-être du peuple sénégalais. C'est pourquoi, quand on le fait, on risque d'aller dans le sens contraire. En politique, nous ne nous occupons pas ni de ruse, ni de... Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la transformation. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu à chaque fois que vous élevez la voix? Quelquefois oui, quelquefois non. Quelquefois oui, quelquefois non. Oui, là. Ça arrive. Oui. Ça arrive que votre sortie trouve écho favorable? Je ne sais pas si c'est l'écho, mais par exemple pour le dialogue, nous pensons que nous avons été entendus. Pour le cas Karim Wade, non? Pour le cas Karim Wade, pour le moment en tout cas, on ne voit pas. Voilà. Merci en tout cas, Mamadou Ndoye, secrétaire général de la LD. Nous profitons de l'occasion également pour souhaiter joyeux anniversaire à votre parti. Merci et beaucoup. à tous les militants et responsables de la Ligue démocratique. Je vous remercie en leur nom. Voilà, merci, c'est un plaisir pour nous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de Franc Parler. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.